L'invité du jour vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. Monsieur Soufi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir donné cette possibilité, c'est gentil. Nous célébrons donc ce mercredi la fête de la victoire, cessez-le-feu, entré en vigueur le 19 mars 1962, après 132 ans de guerre de révolution et après près d'un siècle et demi de crimes, de tortures commis par le colonisateur français en Algérie. Le 19 mars, une date qui marque un tournant dans l'histoire de l'Algérie, monsieur Soufi? Dans l'histoire de l'Algérie, oui, bien sûr, c'est même certain. Sauf que j'apporte toujours un petit bémol. Je rappelle que le 18 mars, date de la signature des accords d'Évian, qui instaure un cessez-le-feu. C'est pas un traité de paix, c'est un cessez-le-feu. Et que l'OAS, donc il ne faut pas oublier l'existence, a continué pour essayer d'abord de provoquer l'ALN et le FLN pour participer à la rupture des accords d'Évian ou pas. D'ailleurs, nous allons revenir sur ce qu'a fait l'OAS après le 19 mars, mais concernant cette date, c'est donc un tournant pour la Révolution, l'ultime virage. C'est l'ultime virage. Bon, il va arriver quand même le 5 juillet, mais c'est effectivement, enfin, la reconnaissance de la justice, de la justesse plutôt, de la cause conduite par les éléments qui ont déclenché la guerre de libération nationale. Voilà, tout était inscrit dans la proclamation du 1er novembre. Justement, donc c'est le résultat, donc on le disait, de longues années de révolution et de guerre, mais aussi c'est le résultat de la détermination, de la résistance de ces Algériens et leur attachement à l'indépendance. Donc c'est toute l'Algérie, tout son territoire, et c'est justement ce qui est acté le 18 mars. C'est ce qui était dans l'appel du 1er novembre 1954, monsieur Soufi. Voilà, exactement. Et comme vous l'avez si bien dit, c'est toute l'Algérie, du nord au sud, d'est en ouest, dans ses frontières, soit qui remontent au XVIIe siècle, au XVIe siècle, soit celles qui ont été construites, mais enfin qui ne font que reproduire l'histoire des relations entre le nord de l'Afrique et les pays du Sahel. Là, ça remonte au temps beaucoup plus ancien que la partie française, que la colonisation française. Donc c'est vrai, c'est un moment essentiel où le bloc de propositions de la délégation française a été, je ne vais pas dire détruit, mais enfin cassé. Et la France, les représentants du gouvernement français ont été obligés de négocier parce qu'ils avaient en face d'eux des gens qui étaient déterminés, qui se sont battus pour arriver à cette table. Et encore une fois, l'appel du 1er novembre c'est aussi un appel à ces négociations pour éviter, d'ailleurs c'est écrit en toutes lettres, le bain de sang qui va se produire, hélas, de 1954, en tous les cas jusqu'au 5 juillet 1962. Il y a eu des morts le 5 juillet aussi. Effectivement, alors vous le dites, donc c'est des négociations, c'est de longues négociations, d'âpres négociations qui ont mis fin aux tergiversations des Français qui étaient venus, donc vous le disiez, avec un bloc qui devait constituer donc le bloc de négociation. Mais les Algériens ont pu, les négociateurs algériens jeunes, pas forcément expérimentés, mais ils ont fini. Qu'est-ce qui explique un peu donc cette hargne, cette détermination, monsieur Soufi? Alors, à mon avis, beaucoup de choses l'expliquent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu des rencontres, des contacts secrets, mais non officiels. Des contacts non officiels entre le gouvernement français de 1955-56 et le FLN. Mais c'était des contacts, à la limite, ça n'engageait pas
le gouvernement français. C'était des proches du gouvernement français qui allaient contacter au Caire, à Belgrade, et là où ils pouvaient. Et puis c'était l'action en contrepartie des représentants, encore une fois, de la LN et du FLN au niveau international. Parce que ça va se jouer à deux niveaux. Et chaque fois qu'il y a une avancée au niveau national, il va y avoir au contraire de plus en plus de pays qui vont poser la question de l'indépendance de l'Algérie. L'Algérie n'est pas la France. Et donc c'est convaincu, que, là il y a un mot qu'il faut que je le dise, prononce. On a d'un côté des gens qui négocient ce qui a été acquis, et d'autres des patriotes. Ils savent pourquoi ils se battent. Ils savent pourquoi les gens sont morts, et donc c'est leur conviction profonde, c'est elle qui les a conduits. Quoique un homme comme Ben Yahya, Mohamed Ben Yahya par exemple, et d'autres anciens étudiants en droit, ont eu à affronter à un moment donné les turiféraires de la colonisation, c'est leurs profs. Mais à Vienne par exemple. Et l'un de leurs profs, c'est rien d'autre que, il se présentait comme islamologue, bon, un juriste, il disait, d'ailleurs il a écrit une grande histoire sur une introduction à l'islam, c'était Louis Milliot. C'est lui qui préparait les textes. Et il a été mis à mal lors d'une conférence internationale par des jeunes comme par ses étudiants. D'ailleurs, il paraît que ça a été ça sa réaction. Bon, ils étaient en face de moi dans l'amphithéâtre et aujourd'hui ils me donnent la leçon. Mais oui, ils vous donnent une leçon de patriotisme. De patriotisme algérien, s'entend. Alors quels sont les moments marquants de ces négociations, Monsieur Soufi? Les moments qu'on doit retenir pour l'histoire? Alors je vais retenir qu'un seul. Qu'un seul parce que c'est dans mes lectures que j'ai découvert que Melun, la première rencontre officielle, a été balayée d'un revers de la main par les historiens, chez nous aussi, comme quoi c'est un échec. Oui, je ne dis pas le contraire, ça a été un échec, mais ça dépend à quoi on s'attendait. Melun, la rencontre de Melun, devait préparer rien moins que la visite du président Farhat Abbas du GPRA en France pour négocier avec le général de Gaulle l'avenir des relations entre la France et l'Algérie. Mais là, et je reviens à ma source principale, c'est le Moudjahid. Le Moudjahid, bon, pas d'aujourd'hui. Moudjahid, le premier Moudjahid. Il y a des analyses percutantes. Voilà pourquoi ça a échoué. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux négociateurs, c'est la troisième fois que je cite le nom de Mohamed Sender Ben Yahya, et notre aussi, un autre juriste, Ahmed Boumendjel, c'est là qu'ils ont pu prendre la mesure de ce bloc dont vous parliez, de propositions de la part de la France. C'est-à-dire, tout est à rejeter. D'ailleurs, dans le Moudjahid, ils utilisent le mot diktat. C'est-à-dire, vous voulez discuter avec nous, c'est nous qui donnons l'ordre du jour. Le ton. Nous donnons le ton, voilà les questions que nous allons aborder. Et le Sahara, c'est quoi ça, le Sahara? Ça ne vous regarde pas. Comment ça ne nous regarde pas? Et telle question? Non. On est là pour discuter de ça, tel et tel point. Les Français étaient venus imposer un angle de vue. Un ordre des intérêts jour. Surtout. Un ordre, non mais les intérêts, bien sûr, ça c'est clair. Mais ça va s'effriter après. Mais ils ont ramené un ordre du jour. Voilà, si vous voulez discuter avec nous, on va discuter de ce que nous proposons. Parce qu'il faut revenir un peu en arrière dans la tête des responsables français. L'Algérie, c'est la France. Et aujourd'hui, il y a des historiens qui parlent de guerre de sécession. C'est-à-dire, une partie de la France a fait sécession de la métropole. C'est-à-dire qu'elle quitte la métropole. Donc on discute entre Français. Vous n'avez pas de nationalité. L'Algérie n'existe pas. Et ça continue, l'Algérie n'a pas d'histoire. L'Algérie n'a jamais existé. Ils continuent de renier, l'amnésie continue. C'est volontaire. C'est une vision du monde
qui n'est pas la nôtre, Dieu merci. Enfin, chez certains, oui, c'est la nôtre. Alors, donc vous dites, la France est venue imposer un ordre du jour, et donc il fallait savoir quel est cet ordre du jour pour pouvoir préparer les négociations. Alors, non, c'est ce qui explique l'échec. De la première rencontre. La première rencontre de Melun. Mais en même temps, il faut reprendre les choses en creux. Hein, mais c'est là que les négociateurs algériens ont eu le fin fond de cette histoire et des positions du gouvernement français. Et ils ont pu y répondre après, dans toutes les rencontres qui vont avoir lieu après, jusqu'au moment où en février, je crois que c'est en février 61, un représentant personnel de Gaulle va dire à ses vis-à-vis algériens: nous ne sommes pas là pour discuter de l'indépendance, mais des modalités de l'accession à l'indépendance. C'est le problème de l'indépendance en février 61, février ou mars, hein, je n'ai pas la date en tête parce que c'était des négociations secrètes. Il y a une déclaration claire: l'indépendance c'est fini. Maintenant, comment qu'on va aller vers l'indépendance? Quelle va être la protection des Européens, des intérêts français? Alors là, ça comme les premières brèches dans ce bloc qu'on dit à Melun, hein, qui commencent à apparaître. Et c'est des brèches sur lesquelles nous allons revenir, des brèches exploitées donc par les jeunes négociateurs algériens pour arriver à l'accord, aux accords d'Évian de mars, signé le 18 mars 1962. Ça sera dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec nous, on revient dans quelques instants. Et on vous retrouve pour la deuxième partie de l'émission L'invité du jour, toujours avec nous monsieur Soufi, monsieur Fouad Soufi. Donc les accords d'Évian signés le 18 mars 1962, on le disait, c'est après de longues négociations. Vous l'avez dit monsieur Soufi, les Français sont venus négocier avec un bloc, des points qui étaient négociables, d'autres qui ne l'étaient pas. Le Sahara notamment, pour les Français, ce n'était pas négociable, ça devait rester un territoire français. Les négociateurs algériens ont pu casser ce bloc. Comment ont-ils procédé? Par étapes? Quelles sont les étapes les plus importantes? Enfin, par étapes, je ne sais pas trop, mais parce qu'on connaît plus facilement le résultat. Effectivement, il n'était pas question dans les discussions de parler du Sahara. En fait, de parler des deux départements du Sahara. Je vais essayer de dire pourquoi je parle de département. Parce que dans leur esprit, l'Algérie, ce sont les 3 grands départements. C'est-à-dire les 12 départements du Nord. Et les 2 autres départements du Sud, c'est autre chose. Ça a appartenu à l'armée, enfin bon, peu importe leur histoire, mais ils avaient créé en 1957, avait été créé l'OCRS, c'est-à-dire l'organisation commune, j'insiste sur commune, des régions sahariennes. Mais l'OCRS, qui était une sorte d'émanation, mais qui a précédé quand même le ministère du Sahara. On va créer un ministère du Sahara. Je ne vois pas très bien de quoi il pouvait s'occuper. Ah si, il s'occupait c'était la tutelle gouvernementale de cette OCRS qui a été créée avant, hein, quand même. Elle regroupait, cette organisation devait regrouper non seulement les 2 territoires, les 2 départements des Oasis et de la Sahara, mais aussi le nord de l'actuel Mali, le nord de l'actuel Niger et une partie du Tchad. Hein, et c'était un territoire autonome qui devait préparer donc l'existence de notre État. Notre État. À un moment, il y avait on parlait du royaume du Sahara, enfin, des trucs assez... Mais c'était quand même la wilaya 6 en partie et la wilaya 5 dans l'autre partie. Donc ça veut dire qu'ils étaient déjà intégrés dans le combat national depuis, sans restriction aucune. Et pour faire accepter ça, il y a un homme qui va jouer un rôle, paraît-il, hein, et j'accepte de croire à ça, c'est Saad Dahleb, hein, qui va jouer le... Pourquoi? Parce qu'il en vient, alors, mais moi, alors, je ne suis pas dans cette affaire.
Hein. Et donc, ils vont pousser les négociateurs, ils vont négocier pied à pied. Jusqu'au moment où, effectivement, en tout cas le général de Gaulle, mais Louis Joxe, qui était son représentant, va effectivement reconnaître. Il va arrêter les frais. Mais d'un autre côté, et c'est ce qui nous manque dans notre historiographie, c'est comment vont réagir les pays du Sud concernés, le Tchad, le Niger et le Mali. Mais ils ne vont pas accepter, eux non plus. Et ils viennent d'acquérir une indépendance, les pauvres, dans des conditions qu'ils payent encore aujourd'hui, hein, notamment avec le franc CFA. Donc, mais ils vont refuser. Donc en fait, la délégation française, avec ses arguments, ses arguties, c'est même pas des arguments, va être prise en étau. Le refus net, clair et précis des représentants des patriotes de chaque pays. Chaque pays, du Nord et du Sud. Voilà comment que je vois comment que l'affaire s'est brisée net devant le patriotisme, hein, des peuples, des représentants des peuples, quoique certains représentants de certains peuples, bon, mais passons, ça ne regarde plus. Donc, c'est donc des négociations très longues qui ont fini, on le disait, donc par arracher une indépendance pour tout le territoire algérien. Alors, progressivement, parce qu'il va y avoir la base de Mers-el-Kébir. Mais la base de Mers-el-Kébir, elle va avoir un statut particulier, avec Bousfer, enfin, ils vont avoir un parti. Mais là, ils ont demandé plus. En fait, ils n'ont pas demandé que la base, même l'arrière-pays de la base. Et ça pouvait aller jusqu'à Sidi Bel Abbas, hein, l'arrière-pays ne s'arrête pas. Là, ça a été clair, enfin, ça s'arrête là et puis c'est tout. Et ça, nous l'avons connu après l'indépendance. Moi, je garde souvenir, lorsqu'on allait à la plage, à un moment donné, c'était les gendarmes français. Le drapeau français, etc. Mais c'était soft. C'est pour ça que, au lieu de durer 15 ans, ça a duré de 62 à 68, 5 ans. Alors, on le disait, donc les accords d'Évian étaient signés le 18 mars 1962, mais ça ne sait pas, les violences, les tortures, les massacres commis par les Français en Algérie ne se sont pas arrêtés pour autant. L'OAS a pris le relais, les crimes perpétués étaient encore là. Jusque, vous l'avez dit, même le 5 juillet, il y a eu des martyrs. Alors, là, il faut bien comprendre, enfin, de mon point de vue, il va y avoir à un moment donné une sorte de... Avant la signature des accords, l'OAS n'a pas commencé à massacrer les gens après les accords des 19 mars. Hein, non, ça a commencé bien pratiquement un an avant. Mais il ne faut pas oublier aussi que l'OAS n'est pas née comme ça d'une opération, comme disent les Français, du Saint-Esprit. Elle est l'héritière de toute l'extrême droite des colons. Hein, tous les groupes d'extrême droite des colons depuis toujours, de toute façon. Mais c'est le dernier avatar. Le dernier avatar, le violent, oui, puisqu'il suffisait de voir un haïk passer pour le tuer, il suffisait de voir un arabe dans la rue pour le tuer. Ça avait atteint des niveaux de massacre qu'on a connus avant, mais d'une autre manière. Une autre manière aussi. Hein. Donc à partir de cette violence, il ne faut pas oublier que l'attentat de l'OAS en plein ramadan à Oran, le 28 février. Hein, une voiture piégée qui a explosé à la sortie des écoles, 3h30 je crois, et en plein ramadan. On n'a jamais su combien il y a eu de morts. Je cite toujours l'exemple de comment qu'on a reconnu que tel monsieur était mort, c'est parce qu'on a retrouvé la main de sa fille qui tenait une main d'homme, elle avait un bracelet avec son nom. C'est comme ça qu'on a su que c'était un tel et sa fille. Mais leur corps n'a jamais été retrouvé, si j'ose dire. Hein, il a fallu le ramasser à la petite cuillère, comme on dit tragiquement. Et cet attentat avait été précédé. Là, c'est de l'OAS que je parle. C'est un attentat de l'OAS. Ça n'a rien à voir avec l'armée française. Avait été précédé le matin par l'assassinat de 2 jeunes du contingent.
Et après ça, il va y avoir le massacre à Mers-el-Kébir d'une dame gardienne du stade, assassinée attribuée au FLN. Et il y a eu des ratonnades à Mers-el-Kébir pendant 2 jours. Puis tout d'un coup, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté net. Tiens, qu'est-ce qui se passe? C'était pas le FLN, c'était l'OAS qui avait massacré cette dame et ses enfants, une espagnole, pour faire croire que c'est le FLN. Et quand les gens ont compris que c'était pas le FLN, les ratonnades ont cessé. Bien, tout ça, c'est ce qui s'est passé à Oran, mais il faut voir les crimes qui sont passés ailleurs, et surtout ici à Alger. C'était pas possible. On a affaire à qui? On a affaire à qui? Une organisation terroriste. Une organisation terroriste, avec ça. Et j'insiste encore une fois sur ce mot. Mais on ne l'appelait pas terroriste dans la presse, activiste. C'était des activistes. Bon, le terroriste, c'est toujours le FLN. Et eux, c'était des activistes. Mais quand ils se sont mis à tirer sur le président de la République française, là, ça a posé... ils ont monté d'un cran. Après l'indépendance, en plus. Après l'indépendance. Voilà, donc, c'est effectivement entre ce 19 mars, 20 mars et le 5 juillet, il va y avoir d'autres massacres, celui du port d'Alger, le 2 mai, celui, enfin, du 5 juillet 62, qu'on va attribuer encore une fois au FLN, alors que c'est clair, parce qu'on me disait, lors d'un colloque en France, on m'a dit oui, mais les gens de l'OAS étaient partis. Ah, ça c'est vous qui le dites. Les chefs, oui, ils se sont sauvés, ça je suis d'accord. Mais ceux qui sont restés. Alors justement, on parle aujourd'hui d'histoire de cette date du 19 mars. Vous dites l'extrême droite française avait commis des massacres même après les accords d'Évian signés donc le 18 mars 1962. Une extrême droite qui continue à sévir aujourd'hui encore, à occulter, à ignorer cette histoire sanguinaire de la France coloniale. Aujourd'hui, c'est à nous d'agir, Monsieur Soufi. C'est que c'est à nous d'agir depuis toujours, de toute façon. Sauf que à mon avis, on a un gros problème. Enfin, en tout cas, les chercheurs en Algérie ont un gros problème. Oui, il faut en parler. C'est celui de l'accès aux archives. Alors, ce qui me pose problème, c'est qu'on peut avoir accès aux archives françaises en France, mais là, c'est plus compliqué. On n'a pas eu accès jusqu'à... Bon, il paraît que... ça commence à réouvrir les archives, puisqu'il y a une nouvelle direction générale, donc il y a un nouvel esprit. Donc il faut faciliter l'accès aux archives pour les chercheurs, il faut faciliter pour écrire l'histoire. Exactement, sinon on va continuer dans ce qu'on croit être la mémoire, mais qui n'est que le vécu des gens qui ont souffert. Mais ça ne suffit pas. Il nous faut les documents précis de l'ALN, du FLN et évidemment de l'armée, de l'administration coloniale. Alors peut-être une dernière question, Monsieur Soufi. Donc on le disait, du côté français aujourd'hui, on occulte, on rejette cette histoire, bien que les témoignages existent, les archives existent en France, certains peuvent être consultés. Des témoignages de Français existent, notamment concernant la torture, notamment, on a vu Le Pen, par exemple, qui avait reconnu avoir torturé des Algériens, concernant l'utilisation du napalm, concernant le nucléaire, mais qui continue d'occulter. Quelle est la réponse qu'on peut leur fournir aujourd'hui? Oui, mais ça, c'est ce qu'on appelle les nostalgériques, d'abord. C'est pas une position française. Il y a des Français qui posent et qui ont toujours posé ce type de questions, des historiens, ils sont écoutés ou pas écoutés. Il y a des films sur les victimes militaires françaises qui n'ont pas été reconnues en tant que victimes, par exemple, de ce qui s'est passé à Hineker. Mais ils ont été filmés, C'est pas la première fois, c'est pas le premier film, celui qui circule actuellement, sur les expériences nucléaires et les victimes. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres, mais c'est surtout des témoignages. Donc ça existe. Maintenant, la pudeur chez nous, c'est qu'on n'en a pas beaucoup parlé.
c'est qu'il n'y a pas eu... Il y a eu un très beau film de la télévision, notre chaîne sur d'ailleurs, ils ont dû mourir depuis, hein, ce qui s'est passé autour de Reagan. Les explosions nucléaires. Je garde en mémoire un homme qui a été filmé, il disait que voilà, les militaires sont venus chez nous, ils nous ont dit quoi? Vous êtes encore en vie? Mais c'est une phrase terrible. C'est-à-dire quand ils ont quand ils ont fait exploser la bombe, ils viennent voir s'il y a vu comment. Oui, on habite pas loin et on est encore en vie. Mais en réalité. Et quelle vie? Quelle vie? Quelle vie pour eux et surtout pour leurs descendants. Qui continuent de payer les frais aujourd'hui. Continuent à payer les frais de tout ça. C'est-à-dire qu'avec les déformations, enfin, c'est horrible, c'est horrible. Donc ça existe chez nous aussi, ça existe. Hein. Il y a des films français, et la télévision, à mon avis, je le dis sans... Même la radio, hein, ils ont fait un travail extraordinaire. Donc aujourd'hui, quelle est une dernière question, s'il vous plaît, brièvement, Monsieur Soufi, la réponse à tous ceux, à ces extrémistes qui aujourd'hui refusent de reconnaître ou rejettent cette partie de l'histoire de la France coloniale? Bon, moi je dirais deux choses. La première, elle est simple. Personnellement, je me fiche pas mal de ce qu'ils disent. C'est leur problème avec leur conscience. Mais nous, on a trois choses à faire. Je l'ai déjà dit publiquement, je le répète. Premièrement, travailler. Deuxièmement, travailler. Troisièmement, travailler. On a les historiens, la nouvelle génération d'historiens a un travail immense à faire qui les honorerait s'ils réussissent, même s'ils ne réussissent pas à tout faire. Mais au moins, et je pense que ça existe, mais malheureusement, les thèses qui sont soutenues ne sont pas rendues publiques. Donc aujourd'hui, il faut rendre public ces travaux d'historiens, permettre à tous les Algériens de les consulter. Ce devrait être une obligation pour le ministère de l'Enseignement supérieur que de publier ces thèses d'histoire. Merci Monsieur Soufi, on arrive à la fin de notre émission. Je rappelle que nous avions avec nous ce matin Monsieur Fouad Soufi, archiviste et historien. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Bonne journée à toutes et à tous et à demain.